Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanouie après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seule ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre, puissante et épanouie. Bonne écoute! Je suis ravie de te présenter Aurélie Dagonet. Tu découvriras dans cet épisode la puissance du tantra, comment la sexualité sacrée peut te réconcilier avec la sexualité, comment les œufs de yoni te permettent de te reconnecter à ton corps et à ta sexualité, et enfin, les conseils d'Aurélie pour lever tes blocages. J'ai eu quelques difficultés avec le son et l'image de l'enregistrement. J'espère que tu prendras quand même autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer. Bonne écoute. Cet épisode est sponsorisé par Reflet et vous, photothérapie et coaching intégratif, l'accompagnement de l'estime de soi par la photo. Merci de contribuer à l'existence de cet épisode. Bonjour et bienvenue Aurélie, comment tu vas ? Salut Natacha, ça va bien et toi ? Ça va super, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast. Alors, avant même de te présenter et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que ça t'évoque, toujours une femme ? Je t'avoue que la première fois que tu m'en as parlé, je me suis dit, tiens, toujours une femme, mais quel type de femme, du coup ? Tu vois, je me suis dit, on parle de quoi ? On parle de la femme, celle qui porte un enfant, de la femme qui a du désir, de quel archétype de la femme t'avais envie de parler en fait. Excellent. J'aime bien ta réponse parce que ça montre qu'il y a plein de types de femmes différentes, qu'on est toutes différentes, qu'on a tous plusieurs aspects Facettes. de femmes en nous. Super, merci. Donc du coup, Aurélie, tu es sex et love coach, entre autres. Grâce au moderne tantra, tu aides les femmes à vibrer leur confiance sexuelle et leur puissance financière. C'est ce que tu écris sur ton compte Instagram, c'est ça ? C'est ça, exactement. Je tenais particulièrement à t'inviter dans ce podcast pour plusieurs raisons. Et surtout deux grandes raisons. La première, c'est parce que tu as fait partie des thérapeutes que j'ai consultés pendant mon parcours de guérison pour dépasser ce que j'avais vécu. Et du coup, je tenais à te remercier encore une fois pour le rôle que tu as joué dans ma vie. Donc, c'était l'occasion de te le faire publiquement. Et la deuxième raison, c'est parce que tu utilises et tu pratiques le tantra. Et à titre personnel, j'ai découvert la sexualité sacrée il y a 2 ans. Et c'est en partie ce qui m'a aidé à me réconcilier avec le sexe. Donc j'aimerais beaucoup qu'on en parle aujourd'hui pour les femmes qui nous écoutent. Du coup, le tantra, pour les personnes qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots ce que c'est ? Ouais, je vais essayer parce que c'est vrai que dans le tantra, on a souvent une image parfois un peu biaisée où on associe le tantra à la sexualité, alors qu'en fait, déjà les pratiques sexuelles, c'est peut-être 3% des pratiques tantriques. Et en fait, il faut savoir que finalement, le tantra, si je devais le résumer, c'est comment par l'expérience que tu décides de choisir, tu vas mettre de la conscience dans ta vie. Et à partir de cette conscience où tu te dis mais oui, ça m'amène de la vitalité ou non, ça ferme mon corps, tu as la possibilité, en tout cas la capacité de faire des choix qui vont être bons pour toi. Et ça, sexualité ou non, tu peux l'appliquer dans tous les domaines de ta vie en fait. Donc c'est vraiment une philosophie de vie, des pratiques, des rituels que tu inclus dans ton quotidien pour prendre soin en fait de ta vitalité. Et peut-être que peut-être que la particularité du tantra et pourquoi on se focalise sur la sexualité en l'associant avec le tantra, c'est que finalement c'est la seule philosophie de vie ou le seul courant qui inclut la sexualité comme non duel. Quand je dis non duel, en fait, c'est qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste ça. Tu vois, c'est juste, ok, voilà. Et
à partir du moment où justement on travaille sur cette non-dualité, ça permet déjà de créer en soi quelque chose de plus fluide, de plus neutre, de pas partir dans quelque chose d'émotionnel, tu vois. Et du coup, ça te permet après de faire des choix qu'on appelle en conscience, puisque du coup, tu n'es plus activé dans ton corps ou dans tes émotions par quelque chose. Ok, super définition que je découvre du coup. Merci beaucoup. Du C'est la coup, mienne, hein. Je dis pas que c'est la définition universelle, mais celle que je pratique au quotidien, c'est ça. ok, top. Je connais assez Voilà. peu du coup le tantra et c'est vrai que du coup, en introduction, je parlais de sexualité sacrée. Du coup, si je comprends bien, la différence entre la sexualité et le tantra, c'est que la sexualité sacrée, c'est une partie de ce qu'on peut retrouver dans le tantra ou c'est un peu plus que Exactement. ça? Oui, c'est une partie en fait. Euh, oui, c'est clairement une partie. Tu peux très bien faire du tantra sans inclure la sexualité et travailler uniquement ton énergie sexuelle, qu'on appelle aussi énergie vitale. C'est la même mot et c'est le même mot, pardon. Et du coup, la sexualité, bah généralement, si tu arrives par le tantra, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, tu as senti peut-être un blocage ou quelque chose qui t'empêchait d'être dans cette vitalité et que la sexualité est une porte d'entrée comme peut être la relation à l'argent, comme peut être la PNL, etc. Et finalement, la sexualité devient comme un outil de développement personnel dans ta vie via les exercices, via la connexion liée à la sexualité sacrée. Du coup, la sexualité sacrée, c'est un mot que moi j'ai découvert il y a 2 ans. Pour moi, ça me parlait pas du tout avant. Enfin, tu m'aurais dit ça, j'aurais juste pas su quoi imaginer. Euh, Ouais. Comment toi, tu t'expliquerais ce que c'est, du coup? Alors, la sexualité sacrée, en gros, si tu veux, généralement, quand tu débutes ou quand tu découvres la sexualité sacrée, généralement, c'est pas par hasard, c'est parce que dans ta vie, euh, alors c'est la même pièce, hein, mais c'est en gros, soit tu te sens trop, soit tu te sens pas assez. Je sais pas si Ok. cette phrase, elle te parle dans le sens où dans notre intimité, une femme peut se sentir pas forcément assez, donc dans le sens où elle a du mal à se connecter à sa libido, elle va le mettre à distance, elle va mettre vraiment à distance la sexualité parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du danger. Mhm. Mais la même pièce avec le même trauma, c'est de se sentir aussi trop dans sa sexualité, peut-être avoir une hypersexualité et peut-être Mhm. revivre des fantasmes de l'ordre de l'abus. Et cette même pièce, je viens de la citer, c'est justement les mémoires d'abus que, on va dire euh, peut-être 80-90% des femmes peuvent ressentir à un moment donné dans leur vie. Et ces mémoires d'abus, si tu veux, c'est pas anodin qu'elles puissent se ressentir au niveau du vagin. Et dans le vagin, justement, c'est pour ça que parfois il peut y avoir des femmes qui souffrent de vaginisme, de douleurs, voire d'endométriose, même si toutes les sources ne sont pas liées à des traumas. Il y a quelque chose au niveau du bassin de la femme qui se cristallise, qui fait que l'énergie sexuelle ne peut pas circuler correctement dans le corps. Parce que à cet endroit-là, à l'endroit où on crée la vie, à l'endroit où l'énergie vitale prend sa racine, il y a eu quelque chose qui a été souffrant, qui a été traumatisant. Et la sexualité sacrée, en fait, la première couche, en fait, c'est une couche, on va dire, de guérison pour libérer le trauma et se reconnecter à cette énergie de vie. Voilà. Et une fois que tu te reconnectes à cette énergie de vie, une fois que justement au niveau de ton bassin, tu te sens plus en sécurité, eh bien, tu peux venir vivre d'autres expériences avec moins de peur que justement lorsque tu n'étais pas connecté à ta base. Hmm. J'ai noté 80-90% de femmes qui ont des mémoires d'abus. Oui.
Ça me paraît, alors, et même quand on connaît les statistiques d'agression sexuelle, etc., ça, c'est déjà énorme, mais c'est pas à ce point. Quand tu parles d'abus, ça va être même des choses moins, enfin, qui pourraient passer plus inaperçues. Ou tu Alors, parles vraiment d'abus exactement. sexuels comme des viols, des agressions. En fait, peu importe la forme, si tu veux, dans la sensation, et c'est pas forcément au niveau du sexe de la femme, ça peut être sur n'importe quelle partie de son corps, elle peut ressentir quelque chose qui se crispe, quelque chose qui n'est pas OK, et ça peut être de l'ordre de ce qu'on appelle de l'intrusion, quelque chose qui est venu s'introduire sans son consentement, qui fait que son corps, pour X raisons, a eu peur et s'est protégé. Et la protection du corps, en fait, c'est de créer comme une sorte d'armure corporelle. Ça peut être sous plein de formes. Hein. Ça peut être justement la fermeture du vagin. Ça peut être la prise de poids. Ça peut être le fait de se cacher derrière quelque chose, le fait d'éviter. Enfin, tu vois. Et on a plein de stratagèmes en fait pour se protéger de cette manière-là, pour pas aller se connecter à la sexualité. Ok, et donc du coup, dans ce contexte-là, en quoi consiste ton métier, toi? Eh bien, mon métier, ça consiste, alors généralement, vu que ma casquette, on va dire sexothérapeute, généralement les personnes viennent me voir. Alors, soit ce sont des personnes en individuel qui viennent me voir parce que justement, elles vivent une problématique au sein de leur intimité. Elles ressentent, alors dans le cas des femmes, généralement, elles ressentent comme un blocage où elles se disent mais pourquoi je n'ai pas de libido, où elles se sentent un peu démunies par rapport au fait qu'elles n'arrivent pas entre guillemets à satisfaire leur mari dans leurs désirs. Et en fait, la première chose que je leur explique, c'est déjà de leur dire que physiologiquement, de toute façon, une femme n'a pas été constituée de la même manière qu'un homme, dans le sens où déjà une femme, elle a un cycle, elle a des hormones, et le but physiologique d'un corps d'une femme, c'est de porter la vie, de procréer. Alors qu'un homme, et c'est pour ça d'ailleurs que il y a le fait que les femmes puissent avoir leur lune à la puberté et la ménopause, du coup la ménopause à un âge plus mûr. Et donc forcément elles sont cycliques, elles n'ont pas le désir de la même façon qu'un homme qui pour le coup lui peut procréer toute sa vie, c'est pas les mêmes enjeux en fait. Donc si tu veux, à la base, physiologiquement, on rentre pas à partir de la même porte du désir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui naturellement ne sont pas connectées à leur désir. C'est juste que de base, le désir d'un homme, le désir d'une femme va avoir des nuances. Et ça, c'est important quand même de le comprendre. Donc Déjà. un de tes rôles déjà, c'est d'arriver à transmettre ça au sein d'un couple. Parce que du coup, les personnes qui viennent te voir, c'est soit en individuel, soit en couple. Hein, c'est ça que tu disais? Voilà. Et souvent, c'est pas pour les mêmes raisons. L'individuel, c'est souvent parce qu'il y a une problématique personnelle. Le couple, c'est soit parce qu'il tout va bien et ils souhaitent découvrir les pratiques tantriques pour vivre de nouvelles expériences intimes, ou soit ils ont justement une sorte de décalage dans leur désir et le tantra leur permet de mettre de la conscience sur les différentes nuances du désir et de choisir en fait comment leur désir fonctionne, comment leur plaisir fonctionne, et d'avoir le choix et pas uniquement un choix qui est lié parce que les médias nous transmettent, mais vraiment un choix en conscience qui est connecté à une multitude de besoins différents. Je vois, et en même temps, pendant que je t'écoute, je me remémorais avant, Ouais. quand j'avais moi un blocage au niveau de ma sexualité, et je me disais, mais autant avait des problèmes dans notre couple, notamment liés à cette sexualité où moi j'avais des gros blocages. Mhm. Et en même temps, je me serais pas vue aller. Tu vois, je me suis reconnue quand tu disais le pas assez. Où d'un côté, je me disais ah oui, voilà, mon chéri, il a des besoins et ça m'ennuie de lui
faire ça avec des grosses guillemets. Et à côté de ça, j'arrive pas, je suis vraiment bloquée. Donc je pense qu'à l'époque, j'aurais pas eu cette idée. Enfin, cette idée peut-être, mais ça aurait été difficile pour moi de venir te voir et que tu m'expliques comment j'aime faire l'amour, alors que dans mon esprit, j'avais juste pas envie. Je n'aimais pas ça, point. Qu'est-ce que, du coup, comment t'interviens, toi, vis-à-vis des femmes qui sont dans cette situation-là? Déjà, je leur pose la question de c'est quoi pour elles faire l'amour? Est-ce que ça inclut la pénétration ou pas? Est-ce que ça inclut de la sensualité? Est-ce que ça inclut déjà de la connexion émotionnelle? Parce que, tu vois, il y a déjà plein de formes. C'est que souvent, une femme, elle va avoir besoin de connexion émotionnelle pour pouvoir se connecter au corps et être en sécurité dans la sexualité avec son amoureux, son conjoint, son mari. Et que s'il n'y a pas cette sécurité, le corps se ferme. S'il n'y a pas cet espace aussi de lenteur, de sensualité, de connexion, clairement, qui ne se traduit pas forcément de suite, en tout cas chez la femme, parce que chez l'homme c'est un peu différent, mais qui se traduit pas de suite vers un désir génital. Physiologiquement, une femme, elle va mettre 4 fois plus de temps qu'un homme à se connecter à son désir. Rien que ça, tu vois. Rien que ça, on nous le raconte pas, on nous l'explique pas en cours. Du coup, ce que tu fais, toi, c'est que déjà tu informes, du coup, tes patients. Et la première chose, c'est que je les informe. Je leur explique qu'il y a au moins 8 formes de possibilités sexuelles à vivre et qu'elles sont pas forcément toutes génitales, si ça bloque à cet endroit-là. Et après, on va partir sur tout cet espace de guérison psychologique, émotionnelle, corporelle, pour venir déprogrammer, pour que la femme puisse à nouveau se sentir en confiance à l'intérieur d'elle, pour qu'elle puisse exprimer à son conjoint quel est son désir, même s'il n'est pas sexuel en fait, et qu'il est légitime, ça c'est important. Et donc du coup, du côté du compagnon, il y a aussi un travail d'écoute, d'acceptation, d'accueillir ce que sa femme lui transmet. Alors déjà oui, et puis on va dire que le travail que je fais avec les hommes, c'est que je leur montre aussi quand il y a un décalage de désir, c'est-à-dire que si l'homme par exemple a plus de désir, parce que ça peut être parfois l'inverse, hein, mais là on va prendre le cas d'une femme qui a un trauma et qui n'arrive pas à se connecter à son désir. Du coup en face il y a un homme qui est un petit peu il sait pas quoi faire de son désir, et puis il va peut-être se juger par rapport à ça. Et tout mon travail, c'est de lui montrer comment il peut la faire circuler dans son corps pour venir nourrir ses besoins, nourrir sa vitalité sans s'éteindre, en fait. Et à partir du moment où lui va savoir comment prendre soin de son énergie sexuelle, déjà, il va lâcher la pression potentielle qu'une femme peut ressentir quand elle-même ne sait pas trop pourquoi elle n'a pas de désir. Et du coup, ça laisse l'espace à la femme de se connecter à son désir et de venir vers l'homme, et là, pour le coup, avec un désir plein, ce que j'appelle un full yes dans son corps. Et je dis souvent, si la femme ne ressent pas un full yes, c'est que c'est non. Et si c'est non, à quoi elle dit non, et à quoi elle peut dire oui aussi, tu vois, ne pas laisser le partenaire c'est non, ok, mais qu'est-ce qu'on peut de quelle manière on peut se connecter différemment? Si c'est non à cet endroit-là, à quel autre endroit ça peut être oui? Excellent, ouais, mettre de la nuance, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas oui pour tout ou non pour tout. Ok. Exactement. Très clair. Du coup, cette approche, non, j'avais une question que j'avais pas prévue, mais qui m'intéresse. Les personnes qui viennent te voir, ça fait, t'es la première personne en général qu'elles consultent, ou elles ont déjà vu d'autres personnes avant? Alors souvent, souvent elles ont déjà consulté. Peut-être des thérapeutes, alors j'ai pas envie de dire ce mot-là, mais peut-être plus classiques, parce que c'est vrai que le tantra en France est peut-être pas aussi développé que ce que j'imaginais par rapport à d'autres pays.
Et du coup, ça peut faire peur parce qu'il y a justement des idées parfois un peu préconçues par rapport au tantra. Ça peut être associé à des sectes. Enfin, j'ai déjà entendu plein de choses de cet ordre-là. Donc, souvent, c'est des personnes qui ressentent une certaine spiritualité, qui se reconnaissent pas dans les techniques dites mécaniques et qui aspirent à autre chose en fait. Donc elles essayent plein de choses et puis à un moment donné, ça fait partie de leur chemin, donc elles ont tenté des expériences et à un moment donné, ça les a rapprochées vers le tantra. Ok, excellent. Et du coup, qu'est-ce que le tantra leur apporte, plus particulièrement du coup, parce que j'imagine qu'il n'y a pas, tu ne consultes pas que des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, mais sur du coup cette catégorie de tes patients, qu'est-ce que le tantra leur apporte du coup factuellement, si on devait résumer là? Disons que le tantra, notamment on va dire le massage tantrique, va permettre en fait comme déprogrammer dans le corps les endroits, les espaces qui ont été traumatisés. Et d'ailleurs, ce n'est pas que dans le vagin, ça peut être partout dans le corps. Pourquoi ? Parce que à travers le massage tantrique c'est vraiment un massage de méditation avec énormément de présence et de lenteur. Et une femme qui a eu un trauma sur son corps, c'est exactement ce dont elle a besoin. Elle a besoin de prendre le temps de ressentir profondément qu'est-ce qui se passe pour elle physiquement, émotionnellement. Et si ça va trop vite, c'est comme si elle se dissociait en quelque sorte. Et le massage tantrique, du coup, c'est un petit peu la voie royale pour venir s'abandonner dans un espace de sécurité, dans un espace d'extrême lenteur et de présence, où elle va être accompagnée millimètre par millimètre, en fait, jusqu'à venir déprogrammer chaque centimètre de douleur qu'il peut y avoir dans son corps, en fait. Quand tu parles de massage tantrique, tu parles par le partenaire ou d'automassage? Alors là, en l'occurrence, je parle de massage de guérison pour les femmes qui ont subi des agressions. Par qui, du coup? Là, c'est par des thérapeutes. D'accord. Ça peut se faire en massage d'auto-guérison, notamment avec les œufs de yoni. Si l'œuf de yoni, justement, peut être introduit, parce que certaines femmes ne peuvent absolument rien introduire dans leur vagin. Donc, tout dépend, en fait, du stade du trauma, entre guillemets. Les œufs de yoni, ça a toujours été un mystère pour moi. Je veux bien que t'en parles un petit peu parce que de très loin, je sais juste que c'est un œuf peut-être dans une pierre particulière ou quelque chose comme ça qu'on introduit dans le vagin, mais au-delà de ça, je sais pas du tout, je connais pas du tout le principe. Alors, d'un point de vue mécanique, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Donc j'ai la mécanique déjà. Voilà. Et donc un œuf de yoni, donc voilà, c'est une pierre. Alors tout dépend aussi de comment ça se passe pour la femme, parce que comme je te disais, parfois il y a des femmes qui n'ont pas cette possibilité d'introduire quoi que ce soit dans leur vagin. Tout dépend donc du degré du trauma, mais si elles arrivent par elles-mêmes à introduire un œuf de yoni, donc effectivement ça se fait par un accompagnement, par des étapes, des méditations, une vraie reconnexion au corps à travers un objet extérieur qui va être un petit peu comme j'ai envie de dire comme un amant en fait, où il n'y a pas d'enjeu derrière, comme un soutien en fait pour se reconnecter à son corps et à son intimité. Et la femme donc va y aller à son rythme, par étapes, que souvent je lui montre. Et une fois qu'elle a réussi à l'introduire en fait à l'intérieur d'elle, l'action de la pierre va venir comme masser les parois pour venir changer potentiellement la sensation qu'elle peut ressentir dans son corps si c'est une sensation désagréable. Du coup, ça a plusieurs fonctions. La première, c'est de reconnecter et de érotiser à nouveau le vagin
de la femme, donc en permettant de dissoudre les sensations désagréables s'il y en a. Ça permet de retonifier aussi le périnée pour que justement, lorsque il y a une pénétration, que ça puisse être agréable aussi pour la femme, qu'elle ait plus de sensations, plus de lubrification aussi avec son partenaire. Ok, excellent. Et donc ça, c'est aussi des choses que tu préconises et que tu montres du coup à tes clients. Et du coup, c'est un programme que tu suis, c'est le même pour tout le monde ou c'est adapté à chacun? Tu vas proposer en fonction de ce qu'il rencontre à ce moment-là? Alors c'est un programme par étapes en fait, donc de vraiment la découverte à vraiment l'expansion. C'est-à-dire, en gros, tu as découverte, guérison, et puis après toute la partie expansion de pratique que tu peux faire jusqu'à même te connecter à travailler ton intuition avec l'œuf de Yoni pour vraiment faire des choix de manière beaucoup plus intuitive dans ta vie et non pas mentale. Je sais pas si ça te parle, ça aussi. Ouais. Alors, du coup, donc l'accompagnement sur les œufs de Yoni, c'est un truc à part. C'est ça, c'est un accompagnement à part. D'accord. Ok. Je croyais que c'était quelque chose que tu proposais pour certains de tes clients, de tes patientes, dans l'accompagnement individuel ou de couple. Mais c'est quelque chose à côté, qui peut être complémentaire, j'imagine. C'est ça. C'est-à-dire que généralement, tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, de la transmission, d'exercices tantriques qu'elles peuvent faire en autonomie, ça c'est sous forme de programme en ligne. Et après, quand elles viennent me voir en cabinet en présentiel, on fait vraiment de l'accompagnement psychocorporel. On va vraiment passer par le corps, tout ce dont elle a besoin en fait pour se reconnecter à elle. Ok. Excellent. Du coup, si on pouvait donner un conseil là aux personnes qui nous écoutent par rapport à tout ce qui vient de se dire, ou s'il y avait quelque chose à retenir, ce serait quoi? Je dirais que la première chose à retenir, c'est de prendre conscience en fait de si il y a un blocage, c'est qu'il y a un endroit qui a besoin de plus d'attention, qu'il y a un endroit peut-être où il faut accepter de ressentir parfois cette impuissance, parce qu'en fait, à travers un blocage, on vient souvent toucher ce côté impuissant, le côté victime, aussi de pas savoir quoi faire. Et c'est important d'en prendre soin de cet endroit-là avant même de vouloir changer quoi que ce soit. C'est voilà, ça c'est, je pense, la première étape, le premier conseil. Et une fois que tu as mis de la conscience sur ce qui se passe, sur cette impuissance, sur ce trauma, sur cette incapacité à avancer, c'est peut-être se poser aussi la question de quel est un peu comme, je dirais, comment dire, un peu quel est le bénéfice caché à rester dans cette situation si ça dure depuis très longtemps en fait. Si c'est une découverte de trauma, c'est vraiment l'accueillir. Mais si ça fait des années, c'est qu'il y a derrière, il y a peut-être un bénéfice caché à pas le résoudre en fait. C'est pas une question facile ça, mais c'est effectivement une question essentielle à se poser. C'est pas forcément évident quand on est dans la souffrance et qu'on est plus bactère et qu'il y a des répercussions dans notre vie quotidienne, dans notre vie de couple, etc. De se dire c'est quoi l'avantage qu'il y a derrière le fait de l'avoir, de le garder. En plus, ça peut amener une certaine culpabilité de se dire en fait, ça veut dire que c'est moi qui le garde. C'est pas si simple que ça. Non. Et c'est pas quelque chose de conscient et de contrôlé, mais effectivement, il y a toujours quelque chose derrière qui fait que qu'on a envie de le garder. Moi, si je donnais mon exemple, je pense que si j'ai mis autant de temps à rester dans cette situation-là, le bénéfice, je pense que je dirais que c'était, je me sentais en sécurité. D'avoir ce problème dans mon couple, ça mettait du coup un éloignement avec mon conjoint, qui par ailleurs a été respectueux absolument 100% du temps, mais ça réveillait en moi des peurs, et le fait d'avoir ce problème, ce blocage qui était
pour ma part, qui était exprimée, ça gardait une certaine distance qui du coup me rassurait et m'offrait un semblant de sécurité. Donc je pense que c'était ça, moi, mon bénéfice caché à rester dans cette situation-là. De te sentir en sécurité, ou du moins dans l'image, enfin la projection de sécurité que tu te racontais, quoi. Et ce qui est génial, tu comprends ça, c'est que du coup, tu peux l'inverser et de se dire, ah, mais du coup, si j'ai peur, si j'ai l'impression que ça me garde dans la sécurité, c'est normal que j'ai pas envie d'avancer si j'ai l'impression qu'en sortant de cette situation-là, je vais être de nouveau en danger. Et à ce moment-là, on peut du coup travailler sur les croyances qu'il y a autour de tout ça et de mettre un petit peu plus de clarté et de pouvoir dans la situation pour pouvoir du coup sortir de la situation et garder tous les avantages sans créer des nouveaux, quoi. Bien sûr. Et puis c'est j'ai envie de dire, c'est une phrase un petit peu je veux pas dire provocatrice, mais qui peut être une phrase un peu électrochoc. D'aller parfois aussi connecter à travers cette phrase parfois une sorte de colère, tu sais, d'énervement, de se dire mais c'est pas possible, j'en ai marre, j'ai rien demandé, enfin tu vois, et d'aller connecter à la colère. La colère peut être hyper libératrice et elle peut être aussi le moteur pour changer, tu vois. Donc, cette question, elle est hyper importante et en même temps touchy, parce que tout dépend du degré, en fait, du trauma et depuis quand, en fait, la femme reste avec. Mes plus belles, les plus beaux accompagnements que j'ai pu avoir et les plus belles libérations, c'est à partir du moment où les femmes, elles ont accepté de plus subir leur sexualité et de vraiment décider de reprendre leur vie en main, leur sexualité en main, et d'accepter que ça sera peut-être long, on sait pas, mais de faire des petits pas à chaque fois et d'y aller à leur rythme, mais d'avancer. Super, merci. Donc, si je résume tes conseils, mettre de la conscience sur l'endroit où ça bloque, déjà, première étape. Et une fois qu'on a mis de la conscience, qu'on s'est observé, etc., se demander si ça dure depuis un certain temps, quel est le bénéfice caché à rester dans cette situation. Si ça dure depuis longtemps et que ça devient hyper souffrant, ouais. Ok. Merci. Est-ce que tu aurais des lectures, des podcasts, des films, des documentaires que tu voudrais conseiller aux personnes qui nous écoutent? Livres, podcasts, documentaires. Moi, je me rappelle, j'avais lu un livre il y a quelques années qui m'avait fait tilt pour vraiment m'inspirer du tantra et notamment de la sexualité sacrée dans un couple. C'est le livre qui s'appelle il s'appelle Comment faire l'amour de façon divine, de Barry Long, je crois. Faire l'amour de manière divine. Ouais. Et ce livre, en fait, il parle vraiment de l'essence même du slow sex, qui est la partie sexualité sacrée couple, parce qu'en fait la sexualité sacrée, on peut la vivre aussi pour soi-même et avec soi-même, mais cette partie-là, c'est la sexualité sacrée au sein d'un couple. Et du coup, j'avais trouvé ça super intéressant, ça m'avait ouvert énormément de portes en me disant ah ouais, d'accord, en fait ça peut être autre chose que des va-et-vient dans un vagin. OK. Ça m'a fait exactement. Pour moi, ça a été le livre qui m'a vraiment ouvert au sujet et qui a eu un impact énorme sur ma sexualité derrière, avec exactement cette même impression de. En fait, il y a ce truc que t'as dit de ah oui, donc ça peut être autre chose que paf paf paf. Et il y a aussi eu un truc de ah putain, mais en fait c'est ça que j'aimerais. C'est ça que j'aime. C'est à ça que j'ai envie de me connecter. Ça m'appelle, ça m'inspire, j'ai envie d'essayer, quoi. Et je me rappelle qu'au moment où j'ai lu ce bouquin, d'ailleurs,
J'étais avec mon chéri, je lui avais dit, faut que tu lises ce livre, et lui l'a vraiment entendu en mode, si tu lis pas ce livre, on fait plus jamais l'amour. Or, c'était pas ce que je voulais dire, mais visiblement, je devais suffisamment l'envoyer pour qu'il le reçoive comme ça. Et ça a juste complètement changé notre vie sexuelle. Ce bouquin a eu un impact assez impressionnant sur notre façon d'appréhender la sexualité, donc du coup notre façon de faire l'amour, la façon d'être même dans notre couple en dehors de la sexualité. Et moi, j'ai compris le terme faire l'amour, en fait. J'ai compris qu'en fait, c'était un livre qui parlait d'amour et comment on fait l'amour. Donc, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors, je mets quand même, moi, des petits warnings sur ce bouquin. La première partie, pour ceux qui sont pas forcément très branchés sur des trucs un peu barrés, comme on pourrait dire. Ça peut paraître un peu perché. On peut le lire juste comme une belle histoire et puis se contenter peut-être de la deuxième partie du livre. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et puis on peut voir ça comme des métaphores, on peut voir ça comme on veut, peu importe. Je trouve que faut rester ouvert, en tout cas, à ce qui est écrit en essayant de laisser de côté les a priori, parce qu'il y a vraiment, pour moi, pour tous les gens à qui je l'ai conseillé, il y a un avant et un après ce livre. Quand on est prêt à lire, par contre. Quand j'étais en plein dans ma souffrance, j'ai été incapable de le lire. Donc je pense qu'il faut être prêt pour le lire. Merci, parce que je crois que j'en avais pas encore parlé dans le podcast, donc merci d'amener ce livre. Je suis ravie. Du coup, si on veut te contacter, si on veut te suivre, puisque tu publies sur les réseaux sociaux, c'est quoi le meilleur moyen de te joindre ou de te suivre? Eh bien, sur Instagram, j'ai un compte qui s'appelle donc Divine Sexualité Tantra. Et pareil, mon site internet, Divine Sexualité. Ok, on mettra les liens dans la description. Merci. J'ai une dernière question. Comme tu le sais, Toujours une femme, c'est un podcast sur les 1001 façons de créer une vie épanouie après une agression sexuelle. Qui dans tes contacts tu voudrais inviter pour venir partager ici? Alors, qui dans mes contacts on parle par exemple des personnes qui justement ont vécu des agressions sexuelles et qui recherchent des moyens de se libérer de ça. Il y a quelque chose qui a été quand même un très très grand soutien, puisqu'en fait, toi comme moi, on sait qu'on a vécu et on a dépassé ces traumas sexuels dans nos vies. Et je sais pas si tu as déjà fait du breathwork. C'est vraiment un outil super important pour la libération des traumas aussi. Ça marche très bien. C'est une autre manière d'aborder la libération du trauma autre que le massage tantrique. Tu vois, c'est encore une autre façon, mais ça met aussi beaucoup de conscience dans notre intimité. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas conseiller des personnes qui pourraient parler de ça en lien avec la libération des traumas. Et j'ai 2 personnes peut-être à te conseiller. J'ai Lucille Foch et Virginie de Volutessence. Ok, super. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on termine? Bah écoute, ça m'a fait très très plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Je suis vraiment ravie de voir aussi ton évolution. Je me souviens quand on s'était vu, c'était chaud patate pour toi. Et quand je te vois maintenant épanouie, bah je me dis le job a été fait, bravo, félicitations. Ouais, merci beaucoup, merci d'avoir joué un rôle sur ce chemin-là. Et merci de me le rappeler, parce que c'est vrai que des fois j'oublie aussi par où je suis passée. Et que c'est vrai que c'était un peu chaud patate à une époque, donc merci de me le rappeler. Et merci de le dire là, parce que du coup, moi, je peux le dire que je suis passée par des moments difficiles et toi, t'en as été témoin, donc de pouvoir appuyer là-dessus que, bah oui, c'est possible de passer de... Que c'est possible de s'en sortir, ouais. Exactement. Je pense que, ça, c'est vraiment le message qu'on peut... S'il y a un message pour finir ce podcast, c'est vraiment de se dire que c'est totalement possible de sortir de cette souffrance. Merci beaucoup Aurélie. À très bientôt. Merci à toi de m'avoir invitée. À très bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode. Je te remercie pour ta chaleureuse écoute.
Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr/newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt.